L'interféromètre de Michelson est un dispositif optique inventé à la fin du XIXe siècle par Albert Michelson, né en 1852 et mort en 1931, et Édouard Morley, né en 1838 et mort en 1923. Il est constitué principalement de deux miroirs et d'une lame semi-réfléchissante et permet d'obtenir des interférences lumineuses par division d'amplitude. L'interféromètre de Michelson permet également d'obtenir le spectre en fréquence d'une source de lumière et de vérifier, de tester la qualité, la planéité de miroirs, mais aussi de surfaces comme des dichroïques ou des filtres. Les ondes gravitationnelles ont été détectées en 2015, tout à fait récemment, grâce à l'utilisation d'interféromètres de Michelson de grande envergure, de l'ordre de plusieurs kilomètres. Nous allons, dans cette vidéo de la collection La physique animée, présenter les propriétés de l'interféromètre de Michelson dans sa configuration en lame d'air. L'interféromètre de Michelson est un instrument qui permet de réaliser des interférences lumineuses avec de larges sources de lumière. Nous avons déjà présenté le principe de cet interféromètre dans la vidéo de la collection La physique animée consacrée à l'expérience de Michelson-Morley. Un faisceau lumineux est séparé en deux parties par une lame semi-réfléchissante. Chacun des faisceaux est ensuite réfléchi par deux miroirs pour se rejoindre et interférer sur un écran. Regardons maintenant plus en détail le cheminement d'un rayon lumineux à travers l'interféromètre. Un rayon lumineux est issu d'un point source, S0, situé sur l'axe optique. Une partie est réfléchie sur la lame séparatrice pour atteindre le miroir M1, en semblant provenir du symétrique S de S0 par rapport à la séparatrice. Ce rayon est ensuite réfléchi par le miroir M1, en semblant provenir du symétrique S'1 de S par rapport au miroir M1. L'autre partie traverse la lame pour se réfléchir sur le miroir M2, comme semblant provenir de S seconde symétrique de S0 par rapport au miroir M2. Ce rayon est ensuite réfléchi par la séparatrice, en semblant provenir du symétrique S'2 de S seconde par rapport à la séparatrice. Tout se passe comme si les miroirs réels, perpendiculaires entre eux, pouvaient être remplacés par deux miroirs parallèles, M1, inchangés, et M'2, symétriques du deuxième miroir par rapport à la séparatrice, éclairés par la source S, symétrique de S0, par rapport à la séparatrice. On pourra donc, pour le tracé des rayons et la détermination de la différence de marche entre les deux rayons qui vont interférer, raisonner sur la figure suivante où la séparatrice n'a plus besoin d'être représentée. Le miroir réel M1 et le miroir symétrique M'2 constituent une lame d'air à face parallèle, d'où le nom de lame d'air donné à cette configuration du Michelson. Pour un angle d'inclinaison I, les deux rayons ressortent parallèles et vont interférer à l'infini, lieu de localisation des franges. On pourra les observer sur un écran placé dans le plan focal d'une lentille convergente L, centrée sur l'axe optique. Les franges seront des anneaux de centre haut, puisque l'interféromètre de Michelson possède la symétrie de révolution autour de l'axe optique. La différence de marche entre les deux rayons au point M est delta égale chemin optique SM2 moins le chemin optique SM1, soit H'1, le projeté orthogonal de S'1 sur le deuxième rayon. D'après le théorème de Malus, le chemin optique delta est égal à H'1 S'2. Un peu de trigonométrie élémentaire donne finalement le chemin optique égal à 2e cosinus I. En notant R la distance OM, et en supposant l'angle I faible, on peut utiliser le développement limité du cosinus et obtenir, avec I égale R sur F', la différence de chemin optique égale à 2E facteur de 1 moins R carré sur 2F' carré. Que se passe-t-il si la source n'est plus ponctuelle? Les rayons inclinés du même angle I, issus d'un point quelconque de la source, convergeront tous vers le même point M. Les interférences au point M seront donc bien plus visibles et en aucun cas brouillées. Et les rayons inclinés d'un angle différent iront tous converger en un autre point de l'écran.
À une même inclinaison I correspond ainsi un seul point M. On parle de frange d'interférence d'égale inclinaison. Quand la distance entre le miroir M1 et le miroir symétrique M'2 augmente, on voit de plus en plus d'anneaux serrés qui sortent par le centre de la figure. Par contre, quand cette distance diminue, les anneaux disparaissent progressivement par le centre et les anneaux restants sont de plus en plus gros. Lorsque cette distance est nulle, la différence de marche l'est également. L'écran est éclairé de manière uniforme, c'est le contact optique et on a atteint la teinte sensible. Déterminons maintenant les rayons des anneaux que l'on observe sur l'écran. Supposons l'ordre au centre, 2e sur lambda 0, pour lequel l'angle d'incidence est nul, égal à un entier naturel P0. On observe alors une tache lumineuse au centre de l'écran. L'ordre P des anneaux clairs suivants décroît et s'écrit pour le kème anneau P0-K. La différence de marche est égale à l'ordre fois la longueur d'onde. On en déduit RK, le rayon du kème anneau clair, égal à racine carrée de 2K sur P0 fois F', est égal à racine carrée de K fois R1, où R1 désigne le rayon du premier anneau clair et F', la distance focale de la lentille utilisée, souvent de l'ordre du mètre. On remarque que les rayons des anneaux lumineux varient comme la racine carrée du numéro de l'anneau. Si l'ordre au centre, P0, n'est pas entier, l'ordre du premier anneau clair est alors la partie entière de P0, et le rayon du kème anneau clair sera alors donné par la différence de marche est égale à la partie entière de P0 moins K plus 1 fois la longueur d'onde du rayonnement. Nous venons d'étudier l'interféromètre en lame d'air éclairé par une lumière monochromatique. Il est possible d'utiliser des sources dont le spectre est plus riche, comme ici une lampe à vapeur de mercure, et obtenir des anneaux rentrants ou sortants, plus colorés et irisés les uns que les autres.